vous êtes un peu provocateur. Vous êtes un peu provocateur parce que le livre précédent, c'était La franc-maçonnerie, les lumières sont éteintes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, quand quelqu'un est franc-maçon, c'est peut-être pas quelqu'un de vraiment mauvais. Je considère en général de très bon à bien des égards. Il peut être bon. Cela dit, cher ami, oui, provocateur, pourquoi pas, hein, j'aime les étymologies, provocare et c'est appelé en avant. Voilà. Et le livre précédent, en effet, qui était un pamphlet, un petit pamphlet s'appelait Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Hein, c'est-à-dire c'est une critique d'une des obédiences, parmi les diverses obédiences qui existent en franc-maçonnerie en France, du Grand Orient. On ne va pas les... J'ai écrit ce livre, voilà, c'est fini. C'est un livre qui reprend d'une certaine manière ce qu'était le livre de Jean Bello, La Voie substituée. Hein, c'est-à-dire en montrant que, dans le fond, certaines obédiences, et le Grand Orient, de mon point de vue, est de cet ordre, hein, j'y ai été 50 ans, je me suis rendu compte qu'il prenait une voie substituée et qu'il devenait un club politique, un club un peu syndical, ne rassemblant d'ailleurs que des retraités, 50 nuances de gris. Voilà, je ne vais pas aller plus avant. De mon point de vue, il a oublié la qualité essentielle de l'ordre maçonnique et est en décadence. Ce qui est intéressant, et puis j'arrête là-dessus, c'est que malheureusement, il exerce encore des influences sur certaines autres obédiences et tel dignitaire que je ne nommerai pas puisque j'ai déjà oublié son nom, reprend les arguments de complotisme, d'extrême droitisme qui ne sont pas des préoccupations maçonniques. Voilà. Alors, à l'opposé de ce pamphlet, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes, le livre qui va paraître le 30 novembre, dans quelques jours, donc, La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde? Là, de mon point de vue, en tout cas, j'en ai cette prétention, est un livre de fond. Hein, un livre de fond où j'essaie justement je ne refais pas des critiques précises sur telle ou telle obédience, telle ou telle obédience politique ou syndicale, mais en montrant ce qu'est le cœur battant de l'ordre maçonnique, ce que j'ai hérité d'un grand franc-maçon et un maître pour moi, Gilbert Durand, qui, dans un mythe fondateur de la franc-maçonnerie qu'on va rééditer prochainement, montre bien que ce qui est en jeu dans la maçonnerie, c'est bien ce que je viens d'indiquer ici, hein, c'est-à-dire une recherche symbolique, une recherche spirituelle à bien des égards. Vous dites que l'homme est un animal cérémoniel. Est-ce qu'on peut dire que vous avez constaté un retour du sacré et y a-t-il des indicateurs à ce retour du sacré? Alors, oui, bien sûr, j'insiste là-dessus et je rendais attentif à l'importance des rituels. Hein. Et le rituel, c'est quoi dans le fond? C'est rendre visible une force invisible, si je puis dire. Hein. Et d'une certaine manière, c'est ça, un homme cérémoniel, c'est-à-dire quelqu'un, et c'est mon sentiment, qui n'est pas simplement inféodé à une conception matérialiste, une conception purement économiciste du monde, mais qui a d'autres préoccupations. Alors, vous me demandez s'il y a des indices. Indices, là encore en latin, index, ce qui pointe. Oui, pour moi, il y a beaucoup d'indices, ce qui montre que ces jeunes générations eh bien, sont de plus en plus préoccupées par cette nostalgie du sacré. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui est en train de se passer dans le catholicisme traditionnel. De la même manière, moi, ces derniers mois, suite d'ailleurs à mon livre précédent sur le Grand Orient, j'ai reçu et j'ai accepté de discuter avec quatre ou cinq jeunes philosophes, sciences politiques, juristes, des gens de 22, 23, 24 ans. Et je les ai aiguillés d'ailleurs vis-à-vis de certaines loges, GNLF ou la Grande Loge de France, parce que justement, ils avaient des préoccupations, me disaient-ils, ça m'a ému, hein, des préoccupations de type symbolique, spirituel.
Voilà. Alors, on peut le voir dans de nombreux domaines, et là-dessus, justement, d'un point de vue sociologique, j'avais précédemment écrit un livre qui s'appelle La nostalgie du sacré, où je montrais comment, de diverses manières, on voyait bien que ces jeunes générations ne s'intéressaient plus à l'engagement politique, n'avaient plus de préoccupations simplement matérialistes, oubliaient en quelque sorte l'espèce de marxisation des esprits qui tente à prédominer un peu en France. Et eux qui représentent la société de demain ont ces préoccupations symboliques. C'est ça le rituel. C'est ça. On ne peut pas euh, ne pas parler du mythe du progrès. Euh, Mythe du progrès que vous dénoncez et qui, quelque part, bizarrement ou paradoxalement, ça rappelle un petit peu le paradis chrétien. C'est amusant ce que votre question, je vous le redis encore, excusez-moi, je suis maintenant un vieux monsieur. Dans ma thèse d'État, j'avais à l'époque déjà fait une critique du mythe du progrès. Du progressisme, qui est un peu un leitmotiv que l'on entend ici ou là, le progressisme. Et je montrais que le mythe du progrès s'était élaboré justement au 19e siècle et s'était répandu dans les grands systèmes socialisants et marxisants. Euh, Or, il se trouve, et je l'indique là précisément, que la franc-maçonnerie repose sur la philosophie progressive et non pas sur le progressisme. Hein. La philosophie progressive, dans le fond, c'est ce que j'appelle, moi, la spirale. Hein, c'est-à-dire, d'une certaine manière, reprendre au sérieux la tradition. Et des penseurs qui m'ont inspiré, comme Joseph de Maistre, rappelle l'importance justement de la tradition dans la philosophie progressive et pas dans le progressisme qui est d'une certaine manière repose sur le rouleau compresseur, ce que j'ai appelé le rouleau compresseur du rationalisme, c'est-à-dire qui a évacué tout ce trésor caché de la franc-maçonnerie. Voilà. Alors que cela ait une connotation religieuse, c'est évident, que cela ait une connotation christique, hein, ou chrétienne, si on veut être employé un mot plus simple, pourquoi pas? Mais il y a aussi des correspondances, soyons clairs, entre ce qu'est le trésor caché maçonnique, ce qu'est l'ordre maçonnique, et puis la tradition chrétienne, connotations et correspondances qui sont indéniables et qui, de mon point de vue, sont importantes. Vous dites la théarchie est source d'enchantement. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que la théarchie, source d'enchantement, elle a une relation ou une opposition avec le concept d'affrèrement? Bon, c'est assez proche, hein, puisqu'en effet, je reprends cette expression d'affrèrement pour éviter un peu la dimension redondante et qui ne signifie plus grand-chose de fraternité. Mais enfin, c'est un autre problème. Alors, théarchie, oui, bien sûr, je propose ce mot qui est un mot ancien qu'on retrouve, qui n'est pas de moi, hein, encore une fois, moi, je rends à César ce qui lui revient. Et théarchie, c'est quelque chose qu'on trouve dans la philosophie, en particulier du Moyen Âge, qui souligne, c'est le leitmotiv de notre débat depuis tout à l'heure, qui souligne l'importance du spirituel. Voilà. Et très précisément, ça montre bien que je crée un peu ce néologisme, contre le légalitarisme, hein, c'est-à-dire une exagération de cette belle chose qu'est l'égalité, mais qui devient quelque chose de droit, l'égalitarisme, bien que contre cela, c'est cela que constitue la société humaine, des hiérarchies. Étymologiquement, ça veut dire un ordre sacré, la hiérarchie. Hein, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette gradation apprenti, compagnon, maître, et puis par après Léograde, hein? Qu'est-ce que c'est sinon justement quelque chose qui montre bien qu'il y a cette forme théarchique, hein? Encore une fois, quelque chose qui fait que on intègre le divin, c'est ce que cela veut dire, hein? Théo, ça veut dire divin. On intègre le divin, on est en rapport avec ce divin et on vit avec d'autres ce divin. Et l'affrèrement est une manière, encore une fois, non pas simplement d'un égalitarisme un peu désuet et trop simpliste, mais le fait qu'il y a des correspondances, hein, des compagnonnages, du fait qu'on s'inscrit encore une fois dans cette tradition que j'ai dit tout à l'heure, un nain sur des épaules de géant. Je rappelle juste pour mémoire que ce grand franc-maçon qui était Hegel,
rappeler la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne, disait-il au XIXe siècle. Ben, tout simplement parce que lui qui a une œuvre ésotérique difficile, disait il faut qu'il y ait ça pour qu'après cela sorte, par exemple dans la presse. Et bien de la même manière, je continue à penser que le cœur battant de la maçonnerie, c'est d'avoir cette réflexion profonde, hein, parfois provocatrice. Hein. Restons sur le terme que vous avez employé au début, hein, c'est provocare, qui nous appelle en avant en quelque sorte, et que c'est à partir de là que le peut jouer son rôle. Son rôle essentiel, encore une fois, est de garder ce que j'appelle, moi, ce trésor caché, celui de l'ordre maçonnique qui est profond, qui est profond. Voilà un peu ce que j'appelle la théarchie. Quand vous dites le chemin initiatique est fait de penseurs libres, voire de libres penseurs, on ne peut s'empêcher de penser à cette merveilleuse citation de Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Est-ce que quelque part, on peut dire que si on veut réenchanter le monde, il faudra peut-être passer par une ouverture un peu plus large et un peu plus de tolérance? Alors soyons précis. Je dis penseur libre et non libre penseur, parce que très souvent actuellement, les libres penseurs, Nietzsche avait cette formule méchante, ironique, mais juste, les libres penseurs parfois ne sont ni libres ni penseurs, hein, et d'une certaine manière rejouent une espèce de sectarisme, de laïcisme, une nouvelle cléricature et de l'inquisition. Donc moi, je ne suis pas pour les libres penseurs, je suis pour les penseurs libres, hein, vous voyez, voilà, qui peuvent être des libres esprits. Hein. Je rappelle que au Moyen Âge, et Marguerite Yourcenar l'a bien développé dans tel ou tel de ses livres, les esprits libres étaient des esprits libertaires, hein, des esprits qui étaient, encore une fois, pas politistes, pas syndicalistes, hein, qui ne s'inscrivaient pas dans des ordres de cet ordre. Je rappelle, par exemple, que Élisée Reclus, qui est un théoricien de l'anarchie, franc-maçon de surcroît, rappelait que l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Hein, c'est-à-dire un ordre, un ordonnancement du monde sans instance verticale. Or, il me paraît, là encore, que c'est le propre d'une maçonnerie bien comprise, hein, c'est-à-dire penser librement. Et la formule de Saint-Exupéry que vous avez rappelée il y a un instant, à mon avis, décrit précisément quelque chose qui est contre l'ordre inquisitorial, contre la nouvelle cléricature, ce que j'ai appelé, moi, les laïcs qui sont devenus des laïcistes, c'est-à-dire des nouveaux curés, en quelque sorte. Donc, d'une certaine manière, ce qu'est le propre de la pensée maçonnique, hein, le fil rouge et le cœur battant qui est le sien, c'est, je dirais, cette liberté de l'esprit fondamentale engendrant ce que, à l'université, dès le Moyen Âge, on appelait la disputatio. Il me paraît que ne pourront perdurer que les obédiences qui respectent, encore une fois, cette liberté d'esprit qui est l'essence même de l'ordre maçonnique. Eh bien, Michel Maffesoli, bravo pour cet ouvrage. Merci pour vos réponses qui, quelque part, se concluent sur une incitation maçonnique à la plus grande tolérance. Bravo, à bientôt.